Il y avait une règle qui est hyper importante dans le mind mapping et qui était très chère à Tony Buzan, c'est de laisser qu'un seul mot par branche. Donc quand on voit des maps avec des phrases dessus, c'est pas du mind mapping, c'est du proto-mind mapping. Si je lis un livre facile dans ma zone de confort, un livre de leadership par exemple en français, là je peux lire ultra vite à 1000 mots par minute parce que mon cerveau, pour lui c'est sa zone de confort, il a tout ce qu'il faut donc il y va. Par contre, la fission nucléaire en allemand, plus compliqué. Exactement. On dit oui, mais moi j'écoute beaucoup d'audiobooks. Ce qui est très bien aussi, moi aussi, je fais des podcasts, des audiobooks, etc. Mais le canal auditif est moins puissant que le canal visuel. D'ailleurs, l'œil est le seul organe connecté directement au cerveau. Il y a aussi une team de profil un peu entrepreneurial, je dirais, qui vont conseiller de rester célibataire, si possible même pas trop avoir d'amis et tout ça, pour être justement plus productif, pour être machin et tout ça. Ça peut une vie de merde quand même. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Time Booster. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme O'Haraud. Jérôme, comment vas-tu par cette chaleur? Bonjour Hugo, bonjour à tous. Ça va, c'est vrai que il fait chaud, mais bon, je vais pas me plaindre qu'il fasse très beau à Londres, voilà. Ouais, on parlait de notre petit setup avec le petit ventilo mini juste à côté de notre bureau. Je suis pas sponsorisé Emma, mais voilà, le petit ventilo Adiba il fait le taf, on va pas se le cacher. Et ce n'est pas de ventilateur dont on va vous parler. Toutefois, dans ce podcast, pour introduire notre invité, je t'ai fait on va dire un poème en prose, enfin voilà, un petit portrait. Nous sommes en 2018, et comme tous les matins, Jérôme arrive dans son café favori. Il commande son grand latte matcha double expresso infusé avec mélange lait d'avoine, lait de vache et sucre de canne Mirou. Et alors que toute personne censée profiterait de ce moment pour lire les articles profonds et travailler du 20 minutes distribué à la sortie du métro, Jérôme, lui, fait tout autre chose. En effet, cela fait quelques semaines que Jérôme a inclus 2 nouveaux éléments dans sa routine matinale, 30 minutes de lecture rapide et 30 minutes de mind mapping tous les jours. Il s'entraîne pour aller en Chine participer au championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping. Et paradoxalement, même s'il avait plutôt misé à la base sur les épreuves de lecture rapide, pour lesquelles il a quand même eu de bonnes performances, c'est avec le mind mapping qu'il va briller. Il remportera la médaille d'argent pour le mind mapping de discours, la médaille d'or pour le mind mapping de synthèse écrite et la médaille d'argent pour le classement global mind mapping. Et ça tombe bien parce qu'il y a un point commun entre ces deux disciplines, le mind mapping et la lecture, c'est que j'y suis venu à un moment donné, je les ai vues, mais ce sont elles qui m'ont vaincu. Je perds mon habitude de lecture aussi facilement qu'une chaussette d'une paire en sortie du lave-linge. J'ai d'utiliser en tout et pour tout, je pense, 3-4 fois mon application de mind mapping que j'ai pourtant payée sur mon Android. Donc en gros, je vais profiter de ma position sur ces deux aspects-là de gros noob pour poser les questions un expert, et qui sait, peut-être qu'il me reste encore un peu de temps pour m'inscrire au championnat de 2025 si j'arrive à faire une bonne performance. Yes. Ouais, j'avais juste peut-être sur le latte, comme je ne peux pas boire du lait de vache, c'est le seul truc. Je dirais. Mince. Toutes ces recherches-là pour faire ce faux pas dès le début. Ah là là, la misère. Non, mais c'est vrai, alors bien sûr, j'en ai pas parlé, mais tu as aussi tu es aussi un auteur, bien sûr, tu as fait plusieurs ouvrages sur ce skill. On peut voir d'ailleurs, pour les gens qui nous regardent en tout cas, un certain nombre de tes écrits derrière. Et c'est vrai que c'est vraiment, en tout cas sur ces deux aspects-là, que je t'ai connu. Et en fait, c'est deux thématiques qui, moi, en tout cas dans mon approche, je maîtrise pas du tout. Pour la lecture rapide, ça commence à venir, c'est un peu plus connu, mais le mind mapping, même si ça existe depuis assez longtemps, c'est quelque chose qui est pas forcément pratiqué dans le quotidien. Je pense que tu as pas mal de clés à nous apporter. Et dans un premier temps, j'aimerais savoir comment est-ce que tu définirais l'organisation et la gestion du temps que tu définis toi-même comme étant des soft skills, si je ne m'abuse. Déjà oui, en effet, pour moi la gestion du temps ou la capacité à s'organiser, ce sont des compétences que tout le monde peut développer. Donc même si on a l'impression que on n'est pas câblé comme ça par nature, c'est des choses qu'on peut développer. Donc déjà ça peut rassurer les gens, des gens qui se sentent désorganisés. On peut apprendre, il y a des techniques, il y a des bonnes pratiques pour cela. Alors je dissocie l'organisation et la gestion du temps, ce sont deux choses complémentaires. Pour moi, la gestion du temps, j'ai 24 heures dans ma journée. Voilà, c'est une ressource que je dois gérer et que dans lesquelles je dois aussi gérer mon énergie.
C'est-à-dire que c'est relatif. Le temps ne va pas être utilisé de la même manière si j'ai beaucoup d'énergie, je me sens très bien, ou si au contraire, je suis ultra fatigué, je me sens pas bien. Donc pour moi, la gestion du temps, ça repose déjà sur une gestion d'énergie. Donc par exemple, est-ce que si j'ai plus besoin de faire les choses avec d'autres personnes, eh bien de peut-être faire des rendez-vous pour pouvoir passer à l'action. Mais si au contraire, moi je suis plus quelqu'un où j'ai besoin de ma bulle pour être concentré, au contraire protéger mon temps des rendez-vous. Donc il y a aussi une forte notion de connaissance de soi dans la notion de gestion du temps. Et après, pour moi, la gestion du temps, ça repose aussi sur j'ai mon agenda, comment j'arrive à faire rentrer les choses dedans, et que surtout que je puisse encore profiter de ma soirée. Là, une bonne gestion du temps, c'est pas j'ai l'agenda ultra rempli, j'arrive à la fin de la journée, je suis explosé, et il faut que j'aille me coucher parce que j'arrive à rien faire. Non, ça c'est être occupé, c'est pas bien gérer son temps. Donc, pour moi, bien gérer son temps, c'est vraiment voilà, j'arrive à la fin de la journée, je suis bien. Et l'organisation, c'est dans tout ça. Est-ce que j'arrive à trouver le système dans lequel j'arrive à me retrouver dans mes dossiers, dans mes affaires et dans ma tête? Parce que si j'ai les choses bien organisées, mais que c'est le brouillard, que c'est hyper confus dans ma tête, alors ça crée la confusion et tout le reste va en pâtir. Donc pour moi, l'organisation, c'est ça. Et en effet, le mind mapping, en tout cas la pratique du mind mapping, sans forcément parler de l'outil ou des résultats du faire de faire une mind map, mais l'entraînement, la pratique sportive du mind mapping aide finalement à être mieux organisé. Non, c'est vrai que c'est intéressant et c'est quelque chose que j'ai négligé pendant un certain temps, étant plutôt un esprit un peu structuré, d'avoir une approche très calendaire de la gestion du temps finalement et pas du tout énergétique. Tant que ça rentre dans mon emploi du temps, je peux le mettre, mais je prends pas forcément en Ouais, compte voilà. les temps de récup, tout ça. Du coup, par rapport à cette définition-là, par exemple la gestion du temps, si tu devais te noter sur 10, sur à quel point tu te sens bien, notamment à la fin de la journée, tu le mettrais à quelle note sur 10? Sachant que 1, c'est t'es mort, t'en peux plus, tout est parti à volo, etc. Ou 10, alors là, t'arrives en mode moine Shaolin à la fin de la journée. Ouais, non, je pense que je suis en ce moment, parce que ça varie bien entendu, hein. Il y a des moments où j'ai Il y a des l'impression d'être phases à de 10, vie. des moments où je suis à 2 parce que j'ai l'impression que rien ne va. Moi, j'ai en ce moment plutôt 7 parce que par exemple la semaine dernière, donc j'étais en mission, j'avais fait une conférence pour un groupement de professionnels de la santé. Donc j'habite à Londres et je suis parti à Paris pour cette intervention. Et le retour, c'était par l'Eurostar, ultra chaotique l'Eurostar la semaine dernière, le train qui est parti, qui a dû revenir, j'ai dû trouver un autre logement, etc. Et l'organisation et la gestion du temps, c'est ça aussi, c'est la gestion des imprévus. Et je me dis même si ma semaine a été totalement chamboulée à cause de ça, mine de rien, je m'en suis quand même plutôt bien sorti, donc j'irai 7. Oui, forcément, les aléas, faut savoir les prendre en compte. Et comment est-ce que tu dirais que cette vision-là, mais aussi ta manière de gérer ton temps, elle a évolué entre quand tu étais enfant, alors on va dire adolescent, jusqu'à maintenant? Alors si on remonte à l'adolescent, je pense que j'avais pas de gestion du temps. Mais, par exemple, je ne supportais pas être en retard quand les gens étaient en retard. Il y avait déjà un indicateur sur le fait que le temps, c'était une ressource quand même qui était Ça importante avait pour moi. une valeur forte. Voilà. Donc même si je n'avais pas les outils pour le gérer, etc. Quelque part, quand on est ado, on gère juste le temps pour nous, que ce soit les parents à la maison ou à l'école, c'est l'agenda, la cloche, etc. Donc pendant très longtemps, on a géré notre temps pour nous. Et après, c'est vrai que pendant mes études, j'ai dû apprendre à gérer. Je suis parti à 18 ans de chez moi, j'étais autonome assez tôt. Surtout, j'ai commencé à développer mon entreprise pendant mes études. Et c'est là que je me suis dit, oula, entre les études, la boîte à développer, en fait, la ressource temps que je pensais à ce moment-là être illimitée jusqu'à maintenant, quand on est jeune, on a l'impression que, au contraire, il y a trop de temps, on est pressé que ça passe vite. Puis on a de l'énergie. Et en plus, on avait de l'énergie, exactement. Là, je me suis dit, bon, ça devient quelque chose à gérer et que je dois gérer par moi-même et pas que j'attende que c'est les autres qui gèrent pour moi mon temps. Je commençais à mettre des systèmes en place. Et justement, à la vingtaine ou même après mes études, c'est que là, j'avais l'impression de pouvoir tout accomplir, une énergie débordante. Surtout, je m'étais conditionné pour être une bête de travail, réactif et tout ça. Et en fait, ma gestion du temps, c'était comme tu le décrivais. Il y a de la place, j'optimise tout, quoi. Le soir, le week-end, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais c'est pas ça la vie, quoi. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire que je ne peux pas faire à cause de ce mode de fonctionnement qui était finalement 100% boulot. Et c'est là que j'ai commencé à me fixer des limites. Ma copine à l'époque qui est devenue ma femme m'a beaucoup aidé aussi en me disant les soirées, les week-ends, faut quand même les protéger. Donc ça m'a aidé aussi finalement à me discipliner de cette manière-là et surtout à prendre conscience de cette importance de protéger mon temps.
Peut-être ma gestion du temps à ce moment-là est devenue comment je protège mon temps. Protéger d'abord mes soirées, ensuite mes week-ends, ensuite des vacances aussi. Quand je pars en vacances, je pars en vacances. Je vais pas multitâcher. Jusqu'au jour où maintenant, par exemple, depuis plusieurs années, tous mes postes déjeuner, je suis en rendez-vous, mais en rendez-vous avec moi-même. Donc on peut pas me caler de rendez-vous sur ces moments-là. Ça m'arrive par exemple aussi de nettoyer une semaine en disant j'ai 0 rendez-vous durant cette semaine pour pouvoir faire du deep work, pour pouvoir avancer, parce que sinon ça m'est arrivé là par exemple plus en mai-juin où il y avait des semaines de 3 ou 4 jours et de faire tout rentrer dans 3-4 jours. Je me suis retrouvé à enchaîner les journées avec 6 et 7 heures par jour de réunion. Le tunnel de réunion. Donc c'est comme ça que mon approche de la gestion du temps a évolué pour arriver à celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant et c'est marrant que tu mentionnes ta copine parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de team, il y a aussi une team de profil un peu entrepreneuriaux, je dirais, qui vont te conseiller de rester célibataire, si possible même pas trop avoir d'amis et tout ça, pour être justement plus productif, pour être machin et tout ça. C'est un peu une vie de merde quand même. C'est après je rapporte. mais ouais, non, mais c'est sûr. Et toi, c'est intéressant comme le fait de finalement ton couple t'a aidé aussi dans ta nouvelle manière de gérer ton temps. Et finalement, en fait, en valorisant le temps, on devient beaucoup plus efficient. Je peux être productif en faisant plein de choses, mais qui n'ont pas de valeur significative, par exemple pour mon business ou pour mon approche. Je peux être très efficace, c'est-à-dire atteindre vraiment mes objectifs, mais que j'arrive épuisé au bout. Et je peux être aussi efficient, c'est-à-dire j'optimise mes ressources à ce moment-là, j'optimise mon énergie, j'optimise mon temps. Et l'idéal, c'est quand même d'être efficace et efficient. J'atteins mes résultats, mais dans le process, j'ai pu optimiser mes ressources. Et je pense que, entre guillemets, cette contrainte à me dire, il y a ces moments-là qui sont précieux, etc., je suis devenu beaucoup plus efficient, beaucoup plus de clarté sur mes priorités, à la fois pro et perso. De me dire, quand j'ai 1 heure, je me donne à fond vraiment en mode deep work, je mets ma musique, ultra focus. D'ailleurs, j'ai jamais été aussi productif que quand, par exemple, je dois voyager. Parce que je sais qu'il faut que ça soit terminé avant que je voyage. Et là, j'ai un gros coup de pression et ça me donne un coup de boost pour y arriver, par exemple. Ouais, il y a une deadline qui est claire, non négociable. Et dernière question pour un peu cerner ton profil gestion du temps, organisation. Quelles sont les habitudes, les rituels, je sais que tu es pas mal dans les rituels matinaux, les rituels du soir, que tu considères comme étant des piliers un peu dans ta vie, qui peuvent surmonter l'épreuve des vacances, où on peut vite avoir des bonnes habitudes qui disparaissent comme par magie. J'ai une habitude hebdomadaire qui est assez forte, que j'ai depuis des années. Je prends toujours un temps de rendez-vous avec moi-même de 30 minutes, soit le dimanche soir, soit le lundi matin, où je fais le bilan de ma semaine. Je dis, OK, tout ce que j'ai pu accomplir, tout ce que j'ai pu faire et la clarté sur mes priorités. Et je fais aussi un SWOT de ma semaine. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris d'une collègue en Inde, de Subhra Mukherjee, qui fait ça aussi sous forme de mind map. Donc je fais une mind map, je fais mon SWOT. Voilà, quelles sont mes forces pour cette semaine, quelles sont mes faiblesses, quelles sont les opportunités pour lesquelles je dois me préparer, quelles sont les menaces que je dois anticiper. Et ça, c'est toutes les semaines. Je le fais pas en vacances, je profite des vacances. Par contre, en temps régulier, même en déplacement, etc., je fais toujours ça. C'est intéressant parce que c'est plutôt un outil marketing en général, le SWOT. Ouais. C'est les contextes dans lesquels je l'ai vu utiliser, etc. C'était plutôt pour essayer d'analyser pour une entreprise qu'est-ce qu'elle doit faire pour adapter sa stratégie, etc. Donc c'est intéressant que tu l'appliques à toi-même. J'ai testé sur moi, je trouve ça intéressant vraiment de se poser ces questions-là en fait. Donc voilà, je trouve ça fun, je fais en mind map, ça me permet de continuer à pratiquer un petit peu des mind maps aussi, même si je fais plus de compète. Maintenant, en termes d'habitudes quotidiennes, j'en ai une que j'ai depuis exactement 2014. C'est que je fais tous les jours une vidéo de 1 seconde ou 2 secondes. Et tous les 1er janvier, je compile tout pour regarder. Ça me fait la synthèse de l'année, en fait. Donc ça, c'est devenu un rituel quotidien et aussi annuel. Et une autre habitude que j'ai mise en place depuis le mois de février cette année, parce que je sais pas pourquoi début d'année, j'étais un peu, en termes de mindset, c'était pas le top, etc. Et je me suis dit, tous les jours, tous les soirs avant de m'endormir, je vais réfléchir à 3 trucs positifs qui sont passés dans la journée et 3 trucs positifs qui vont arriver demain. Comme ça, je m'endors avec ça. Et le lendemain matin, quand je me réveille, pareil, je me réveille et je dis, OK, quels ont été les 3 trucs positifs de la veille et quels sont les 3 trucs positifs qui vont m'attendre aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup aidé en termes de mindset, de me recabler sur quelque chose de beaucoup plus optimiste, de beaucoup plus positif. Surtout quand j'ai des journées un peu pourries, ça me force quelque part à remettre l'attention sur le positif. À trouver de la gratitude, à se focaliser effectivement sur ce qu'on a réussi et qui souvent, j'imagine, est plus dans notre sphère de contrôle que des choses qui parfois nous échappent un peu. Et parfois, ça peut être aussi des trucs qui ne sont pas du tout dans notre contrôle et que, par exemple, j'ai la gratitude qu'il fasse super beau et que je peux aller dans mon jardin. Ça peut être ça aussi. C'est vrai.
C'est vrai. Et c'est intéressant, l'habitude de prendre une vidéo d'une seconde. C'est quelque chose qu'on voit plus, j'ai l'impression, chez les gens qui produisent du contenu. Toi, je sais pas si c'est une vidéo que tu publies sur ta chaîne ou si tu la gardes pour toi. Ah non, ça c'est pas, ah non, ça c'est très Uniquement perso pour pour moi. toi. Ah ouais, D'accord. c'est ma sphère intime, ça c'est ma life. Ok. Non, mais du coup, c'est d'autant plus intéressant. Ouais, Moi, j'avais perçu ça comme étant, on va dire, un peu plus quelque chose pour créer un contenu facile. Enfin, à la ouais. fois avoir un souvenir à l'année, mais aussi pouvoir créer du contenu comme ça. Donc toi, c'est vraiment pour toi. Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte, cette habitude? Pourquoi tu t'es mis à faire ça? Alors pour moi, il y a déjà la notion de discipline, c'est-à-dire que c'est vraiment une habitude quotidienne et que c'est sacré, quoi. Deuxième chose, ça me rend plus créatif parce que, notamment en 2020, quand le Covid a débuté et qu'on était confiné pendant des mois au Royaume-Uni, je me suis rendu compte que je filmais tout le temps les mêmes trucs. Là, mon chat, mon ordi, le café. Bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, si je regarde ça là, au début de l'année, je vais m'ennuyer. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir une vie ennuyante. Donc ça m'a forcé quelque part à créer des moments, à être plus attentif à la vie en fait. Et des fois c'est des trucs tout bêtes, mais je marche et je vois un truc. Ah, ça peut être une bonne vidéo d'une seconde. Je fais. Et peut-être que je trouverai quelque chose de mieux plus tard. Peu importe, mais ce que je recherche, moi, c'est ça, c'est ce côté de la contemplation, être émerveillé par les petits trucs. Des fois, je trouve une coccinelle et je, ah, c'est trop joli, une fleur, un sourire. J'apprécie beaucoup plus la vie, je trouve, avec ça en tête. Ouais, finalement, ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début, le fait que tu valorisais beaucoup le temps. Là, ça fait se dire, ben voilà, chaque jour qui passe, il y a un truc notable, un truc remarquable qui peut arriver. Faut y être attentif. Bah, écoute, merci pour ce retour. Je pense déjà on a une idée un peu plus fine de ton profil, un petit peu d'organisation. Et non, mais je te propose de plonger dans des thèmes qui sont assez phares pour toi, que sont le mind mapping et la lecture rapide. Je te propose de commencer par le mind map, pour lequel du coup tu as reçu 3 médailles. Et d'abord, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a fait découvrir le mind map à la base. Quand est-ce que tu as découvert pour la première fois? Découvert ça assez tard en fait. C'était avec Nicolas Lisiac qui est devenu un ami puis un associé. Et c'est lui qui m'a initié justement au mind mapping, à la lecture rapide et au sport de la mémoire parce que lui-même était fan de Tony Buzan. Et donc Tony Buzan étant le créateur du mind mapping. Et en fait c'est à travers lui que j'ai découvert cet outil-là que je pratique pas trop avant en fait, avant 2018. Moi j'étais plutôt quelqu'un linéaire, peut-être des bullet points, etc. Mais je trouvais voilà mettre des formes, des images et tout. C'est pas quelque chose qui m'attirait à l'origine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, il est parti en championnat du monde de lecture rapide en Chine. Donc, c'était à Shenzhen à cette année-là. Et c'est là qu'il a rencontré Tony Buzan. Et quand il est rentré, il a dit, il faut absolument qu'on arrive à le faire venir en France en conf. Donc on a relevé le défi, on a fait venir Tony Buzan donc en août 2018, ce qui était d'ailleurs une de ses dernières interventions publiques en conférence que malheureusement donc il est décédé l'année d'après. Et en fait comme il vivait à Londres et que je vivais à Londres, j'étais quelque part un peu plus responsable de lui pour cet événement-là. Je me suis dit il faut absolument que je sois dans le game. Là, je peux pas l'accompagner et dire, je connais pas c'est quoi le mind mapping, etc. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'y mettre, à me former, etc. Sans imaginer faire de la compétition. Et après, donc, il est venu en France. On est devenus amis, en fait, hein. C'est très rapidement, finalement, parce qu'après, on s'est revus à plusieurs reprises à Londres, etc. Et justement, il m'a dit, tiens, est-ce que tu vas en Chine en 2018? Je dis, non, moi, je suis pas de la compète, c'est Nicolas. Mais Nicolas me disait, lui, cette année, il peut pas. Donc, c'était à mon tour d'y aller. Et c'est comme ça que, je me suis laissé embarquer entre guillemets, dans la compétition, parce que je me suis dit, bon, j'y vais, mais j'ai pas envie d'y aller en touriste, hein. Aller Ouais. à Hong Kong, puis à Guangzhou pour ça, j'y vais pas juste pour les vacances. Ayant été compétiteur dans d'autres domaines auparavant, je suis vraiment pris au jeu et c'est comme ça que j'ai débarqué dans le mind mapping et le mind mapping de compétition. D'accord, super. Oui, puis tu avais le socle de la lecture rapide qui était déjà là, donc tu avais quand même quelques briques Ouais. déjà en plus qui te favorisaient. Ouais. Puis pareil, tu fais un travail sur la connaissance, ça aide aussi Oui, quand ça même. convergeait. Enfin, c'était pas non plus un truc qui a rien à voir avec ce que je faisais, bien entendu. Oui. Et justement, aujourd'hui, du coup, plusieurs années après avoir eu ton titre de champion, comment est-ce que tu utilises au quotidien ou de manière hebdomadaire, en tout cas de manière routinière, le mind mapping et pour les personnes, hein, tout un chacun, quelles sont les situations, les contextes dans lesquels tu trouves que vraiment l'utilisation du mind mapping se démarque d'autres méthodes de visualisation, etc.
C'est vrai qu'en fait, ma carrière de compétiteur, entre guillemets, a été terminée en 2019. Donc, la dernière compétition que j'avais faite, c'était donc le championnat du Royaume-Uni, que j'ai gagné aussi. Et après, ça, je me suis dit, c'est dommage de perdre un petit peu ses capacités, parce que c'est comme tout sport, si t'arrêtes de faire le sport, bon, tu perds Le pas tout, muscle, mais ouais. bon. Et donc, après, ce qui est resté, finalement, dans ma pratique de cet outil, ça a été en effet de continuer à organiser mes semaines. J'aime bien avoir la vision globale de ma semaine, donc de mes tâches, et plus tard, le fameux SWOT en mind map. Mais après, surtout, tous mes cours, toutes mes conférences, j'ai toujours préparé avec un mind map. Avant même de faire une intervention, je fais la mind map. En Et mode c'est pas brainstorming. non, parce que pour moi, c'est vraiment la structure de ma conf. Le brainstorming, il est avant. Là, le brainstorming, j'ai des blocs, des idées, mais c'est pas encore structuré, c'est pas finalisé. Pour moi, la mind map, c'est ma carte de navigation dans mon talk. Donc, c'est vraiment là-dessus que je base après pour pouvoir retenir mes messages, retenir mon discours finalement. Après, j'ai testé pendant 1 an de faire mes présentations sous forme de mind map et de projeter mes mind maps. En revanche, je me suis rendu compte que cela ne fonctionnait pas toujours parce qu'il y avait une règle qui est hyper importante dans le mind mapping et qui était très chère à Tony Buzan, c'est de laisser qu'un seul mot par branche. Donc, quand on voit des maps avec des phrases dessus, c'est pas du mind mapping, c'est du proto-mind mapping. Donc, moi, je veux respecter les règles, mais finalement, quand on projette, pour moi, ça me parle parce que c'est ce qui se passe dans ma tête. C'est une carte qui schématise mon cheminement de pensée, mais pas forcément aux autres personnes qui m'écoutent. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais faire ma carte pour moi, mais je vais rester sur un format PowerPoint avec mes images, avec mes punchlines, etc. Et quand même, à la fin, donc ce que j'aime bien faire, c'est à la fin de ma présentation, faire une mind map récapitulative que je peux offrir d'ailleurs en téléchargement à la fin de mes conférences. Mais là, ça a du sens parce qu'ils ont compris mon cheminement. Donc, quand ils voient la carte, ça leur parle plus que si je projetais en live, en fait. Donc pour moi, le mind mapping, oui, je l'utilise principalement pour ça, préparer mes cours, préparer mes bouquins, les bouquins que je suis en train de rédiger, les cours que je vais donner, les conférences que je vais donner, de manière hebdomadaire, faire ce SWOT. Et aussi, le truc que je fais, c'est quand je sens que j'ai trop de charge mentale, quand j'ai la tête qui est comme ça et que j'ai l'impression que ça va exploser, je prends une feuille A3 et je vide ma tête. Je dis, OK, donc il y a ça, hop, je fais mes branches. Et le fait de finalement faire sortir les informations de ma tête qui vont dans tous les sens et que c'est déstructuré, que ça me pèse, le fait de les mettre sur papier, de prendre le temps de vraiment avoir cette activité, un peu comme on voit les activités de coloriage pour adultes, qui permet de déstresser, etc. Quelque part, la pratique du mind mapping génère cet effet-là aussi. Je vois à chaque fois que je fais des formations en mind mapping, tout le monde, même si les personnes qui leur font leur première carte, ne savent pas dessiner, etc., on sont toujours dans cet état de flow où on est concentré, on a envie de bien faire, on se prend au jeu, etc. Et moi, j'aime bien faire ça aussi quand j'ai la charge mentale pour pouvoir me libérer. Pour déstresser, clarifier. Donc là, tu mentionnais le fait de dessiner. Donc, toi, tu es plutôt adepte du mind mapping au travers du papier ou tu utilises quand même aussi côté digital? Alors, je préfère le papier, je recommande le papier pour plusieurs raisons. La première, c'est que des études scientifiques ont montré que l'usage de l'analogique, le papier, le stylo, etc., le fait d'utiliser ses doigts et ses mains, va beaucoup plus stimuler les zones cérébrales du cerveau que si on faisait sur écran tactile ou sur clavier. Pour moi, le mind mapping étant un outil cognitif cérébral qui permet de mieux apprendre, surtout si j'ai envie de mémoriser un discours, j'ai tout intérêt à le faire à la main. Donc, je préfère faire la main. Après, en effet, j'utilise aussi parfois un logiciel. Si à la fin, je veux montrer ma mind map globale, après avoir fait ma présentation, c'est vrai que je préfère le faire en format digital qui est plus propre, qui est plus clean que si je faisais au papier que je dois scanner, etc. C'est un peu Oui, plus contraignant. apporter le vidéoprojecteur comme à l'époque. Voilà, avec les planches là. Ouais, voilà, c'est ça. Les planches transparentes et tout. Oui, c'est bien. Et par curiosité, du coup, c'est quel outil que tu utilises Alors, j'ai utilisé pendant très longtemps iMindMap, qui était un outil qui a été d'ailleurs validé par Tony Buzan, parce qu'il respectait vraiment les critères de Tony Buzan. Et aujourd'hui, j'ai basculé sur Buzan MindMap. Voilà. directement créé par l'institut? Et justement, ça fait une bonne transition. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les règles à Ouais. respecter pour faire du mind mapping dans les règles de l'art et quelles sont peut-être parfois les petites adaptations que tu as vues ici et là qui, selon toi, peuvent être quand même intéressantes à utiliser selon le contexte, selon le profil? Alors déjà, pour faire du mind mapping à la Buzan, il faut déjà fonctionner en format paysage plutôt qu'en format portrait.
trouver le centre de la feuille et partir toujours du centre de la feuille avec l'image centrale pour en fait ensuite avoir des branches radiantes qui partent de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais peut-être prendre un exemple. Bon, là, c'est un exemple de carte numérique. Bah, c'était pour un bouquin, donc c'était beaucoup plus simple. Je pars toujours du centre et après, je mets mes branches avec mes mots-clés dessus. Et donc, dans le mind mapping à la Buzan, c'est toujours le mot-clé au-dessus de la branche. Pas à côté, pas en dessous, pas dedans, pas dans une bulle, mais au-dessus. Et après, les branches qui sont curvilignes, pas des branches droites, en fait, qui peuvent être assez rigides. C'est ça l'une des plus grosses contraintes, entre guillemets, à respecter donc par Tony Buzan, qui peuvent agacer certaines personnes, donc elles respectent pas, mais je trouve que cette contrainte-là, c'est elle qui stimule le plus sa créativité. Le fait de n'avoir droit qu'à un seul mot par branche, ça nous force à être synthétique, ça nous force à réfléchir à quel est le bon mot, et c'est là qu'on reçoit aussi les bénéfices de l'entraînement cérébral du mind mapping que si on n'applique pas cette contrainte. Maintenant, après, des variantes. Alors, il y a d'autres outils qui sont assez proches du domaine de la pensée visuelle dont tu parlais tout à l'heure. Il y a les cartes conceptuelles où, en effet, on écrit une bulle et après, on écrit une autre bulle, on relie les deux bulles ensemble et on fait un système de bulles connectées. Ça, c'est ce qu'on appelle une carte conceptuelle. C'est pas du mind mapping en tant que tel. Et toujours dans la pensée visuelle, on a aussi d'autres outils comme par exemple le sketchnoting où là, on va être plus sur des planches où on va faire des petits dessins pour faire une espèce de prise de notes un peu plus visuelle que si elle était linéaire, mais pas du tout avec le système de contraintes du mind mapping. Un truc qui est important aussi, c'est donc de mettre des couleurs et surtout des petites images pour que plus la mind map, elle va être visuelle, plus elle va être attrayante pour le cerveau, ce qui fait qu'on va mieux la mémoriser. Finalement, la seule règle purement esthétique, ça va être sur la courbe des branches qui est censée être plutôt arrondie, enfin pas rectiligne, quoi. Ouais, en fait, Tony a vraiment cherché à modéliser la nature, à faire quelque chose qui soit le plus naturel possible. Ben voilà, je l'ai retrouvé. Tu vois, c'est vraiment des branches qu'on essaie de faire les plus curvilignes possibles et avoir une dimension visuelle avec des petits dessins, des petits graphiques, etc. pour que ce soit plus captivant pour le cerveau. Mais comme tu peux voir, c'est pas une œuvre d'art. Hein. On n'a pas besoin d'être un artiste pour faire ça. C'est juste de s'amuser en la faisant, en fait. C'est ça qui va aussi stimuler le cerveau. Et j'ai vu que c'était notamment un de tes défis, on va dire, hein, d'apporter cette touche esthétique, que tu avais été accompagné par une amie artiste C'est ça. qui te donne des conseils. Donc, ça rend la chose plus attrayante et in fine, ça donne envie d'y revenir. Ça aide la rétention du cerveau. Donc, c'est plus agréable de repasser sur une carte qui est un peu comme ça, où on s'est amusé avec des petites branches, etc., que de reprendre un brouillon de 10 pages, raturé de partout, où on essaie de déchiffrer ce qu'on a écrit et on s'y retrouve plus, quoi. Intéressant. Et du coup, dernière question sur le mind mapping. Si justement, moi, je voulais tenter le mind mapping, parce que je l'ai jamais, comme j'exprimais au début, tenté très sérieusement, par quoi est-ce que tu me conseillerais de commencer pour essayer d'utiliser le mind mapping dans mon quotidien, pour voir si ça me parle finalement? Ouais, je dirais, en termes de première approche, ce qui peut me paraître le plus accessible, ça va être de faire une mind map à partir de ces prises de notes linéaires. Donc, imaginons que tu lises un livre et que tu prennes des notes. D'ailleurs, si tu veux aborder la lecture rapide, on pourra faire le pont justement entre la lecture rapide et le mind mapping. C'est une fois que tu as les notes, c'est de revenir un peu plus tard dessus et de les restructurer sous forme de mind map. En disant, bon, bah voilà, je mets un mot là, etc. Et de remettre de la structure dans les pensées liées à la prise de notes. Je pense que c'est une des manières les plus accessibles de démarrer. Et oui, autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que quand on pratique à la main, on est contraint à respecter la limite physique de la feuille. Oui, c'est vrai, alors que sur les logiciels, c'est infini et on peut faire un truc aussi gigantesque. Il n'y a aucun intérêt parce que moi, quand je vois un truc immense et que j'arrive pas à le lire, je regarde pas. Alors que si j'ai une feuille et que je dois m'y contraindre, ça force l'esprit à être synthétique. Et par exemple, pour la gestion du temps, moi j'aime beaucoup ça. Quand je sens débordé, etc., et que je veux faire une carte de ce que je dois faire. Donc j'aime bien, par exemple, mettre au cœur de la carte la semaine dans laquelle je suis, par exemple la semaine 27. Et ensuite, je mets 5 grandes priorités ou 5 grands projets, pro-perso tout confondu. Parce que j'ai 24 heures, j'ai pas 24 heures pro, 24 heures perso, j'ai 24 heures. Je mets mes priorités et ensuite, dans chacune de mes priorités, je mets les actions que je vais réaliser. Et là, je me rends compte de ce qui est faisable, en fait, durant ma semaine. Toujours en respectant cette contrainte de un mot par branche. Et ça, c'est une pratique que j'aime beaucoup aussi pour être un peu plus humble aussi dans ma
capacité à gérer mon temps et pas être dans la désillusion que je peux faire ma méga to-do list de 50 items. Je me crée des objectifs trop ambitieux à la fin de la semaine. Je me retrouve le samedi à vouloir faire plus parce que je me suis dit, il fallait que je fasse ça alors qu'en fait, c'était pas réaliste. Donc, je trouve que le mind mapping est plus simple et plus pertinent sur cette dimension-là, surtout quand on est très chargé. Mais effectivement, j'essaierai sur une de mes notes de lecture, effectivement, parce que moi, je suis plutôt digital, je dois avouer. Ok. Mais c'est vrai que je prends plutôt des notes de manière, voilà, sous forme de bullet point, quoi. Je m'engage à retenter l'expérience. Et justement, tu parlais du point avec la lecture rapide, et c'est vrai que à la base, c'était ça, on va dire, un peu ta spécialité, enfin avant que tu t'intéresses au mind mapping. D'ailleurs, là, tu as une plateforme qui s'appelle NeoBoost, qui aide donc en 30 jours à améliorer, il me semble, par 2 la vitesse de lecture. En tout cas, c'est la promesse du site, si je me souviens bien. Et du coup, je voulais savoir, pareil, comment est-ce que tu as découvert la lecture rapide? Comment a évolué aussi ta lecture du moment où tu as découvert que ça existait jusqu'à aujourd'hui? NeoBoost, en effet, c'est une appli mobile d'entraînement à lecture rapide qui permet de doubler sa vitesse de lecture en 30 jours et on l'a validé scientifiquement par des scientifiques externes d'une université marocaine qui ont pris le protocole, qui l'ont testé et ce qui est super avec ça, et c'est là que j'aime bien faire le pont entre la lecture rapide et mon métier d'origine qui est plus sur les soft skills en fait, parce que moi c'est sur les soft skills que j'ai démarré ma carrière. Et en fait, intuitivement, quand on pratique la lecture rapide, on se rend compte au bout d'un certain temps d'entraînement, parce que là je parle de l'entraînement, pas juste l'acte de lire rapidement, parce que l'acte de lire rapidement, si on s'est pas entraîné, ça sert strictement à rien. Mais vraiment l'entraînement régulier dans le temps, on s'est rendu compte que non seulement on lit plus vite, mais en plus on a des capacités de concentration améliorées, une meilleure capacité à gérer son stress. De manière intuitive, on se sent peut-être un peu moins anxieux, plus créatif, etc. Et aussi, est-ce que c'est qu'il y a que nous? Est-ce que si on se met vraiment à la lecture rapide, tout le monde peut bénéficier de ça? Et donc, l'étude scientifique a montré qu'en effet, au-delà de doubler sa vitesse de lecture en 30 jours, les participants ont vu une amélioration probante sur la gestion du stress, sur l'anxiété, sur la mémoire, etc. Concentration aussi, une chose. Ouais. Et donc, c'est ça que je trouve génial, c'est que, en fait, l'entraînement à lecture rapide aide à développer des soft skills, donc des compétences cognitives. Mais ça, j'ai découvert très tard, finalement. Ça a été encore une fois avec ma rencontre avec Nicole Isia qui m'a parlé de lecture rapide. Et pour moi, lecture et rapide, ça n'allait pas ensemble. J'ai dit, on a toujours appris à l'école qu'il faut lire lentement pour bien comprendre et que En si on plus, lit en rapidement, on comprend lisant rien. à haute voix, parfois, devant toute la classe, donc ça encourageait le fait de devoir, on va dire, lire les phrases dans sa tête aussi par la suite. Ouais. Donc, plein d'habitudes comme ça qui m'ont conditionné durant mes études. Et surtout, moi, au-delà de ça, j'avais une relation très conflictuelle avec la lecture. Moi, la lecture, c'était plus punition qu'autre chose. Et si je devais lire un truc, ça me prenait 4 mois pour lire un bouquin. Donc, j'arrivais à la fin, j'avais déjà oublié la moitié. C'était vraiment pas mon truc. Et pourtant, je devais vraiment lire parce que dans le cadre de mon métier d'auteur, pour écrire des bouquins, faut que je lise beaucoup. Je passais énormément de temps à lire dans la souffrance par rapport à ça. En découvrant ça et en me disant, j'y vais de manière critique, mais j'y vais, je teste. Ça a fonctionné pour moi. Donc, je suis passé de lecture lent à lecture, on va dire, fluide, à 180 mots par minute. Et après un mois d'entraînement, un peu plus de 350. Et après, j'ai continué et j'ai vu, ça marchait bien. Ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue pro et perso parce que ça m'a donné le goût de la lecture que je n'avais jamais eu. Il y a un côté un peu addictif. On dit tiens, je lis le livre et je rentre vraiment dedans dans un état de flow. Et avant, je ne lisais que de la lecture utile, de la lecture de Des non-fiction livres pour mon boulot. pratiques. Voilà. Mais depuis, je me suis mis aussi à la lecture plaisir, donc des livres de fiction. Et il s'avère que la lecture de fiction est une des activités les plus intéressantes pour combattre les symptômes de la démence ou des D'accord. maladies neurodégénératives. Donc ça, c'est la meilleure pratique, pas forcément de lecture rapide, mais de lire tout court de la lecture de fiction, comme on doit penser à des personnages, se rappeler qui a fait quoi, qui a dit quoi, où ça s'est passé, etc. C'est une activité hyper complexe pour le cerveau et qui est hyper puissante aussi pour la stimulation cérébrale. Moi, je suis plus aussi sur des livres pratiques. Mais les quelques livres de fiction que j'ai lus, qui m'a marqué par exemple, c'est 1984 de George Orwell. Bon, très vieux, pas très actuel, mais que j'ai trouvé pourtant très bien. C'est vrai que je me refaisais en fait les scènes comme un dessin animé en fait dans ma tête. Ouais. C'est vrai que ça stimule beaucoup l'imagination. Donc sur ça, je veux bien te croire. Ouais.
beaucoup plus que... Alors souvent on dit oui, mais moi j'écoute beaucoup d'audiobooks, ce qui est très bien aussi. Moi aussi, hein, je fais des podcasts, des audiobooks, etc. Mais le canal auditif est moins puissant que le canal visuel, où d'ailleurs l'œil est le seul organe connecté directement au cerveau par un nerf optique. Les autres passent par d'autres filtres, etc. En termes d'activité cognitive, l'écrit est plus puissant que l'auditif. Et encore là, si on parle de vidéo, là, la vidéo est une activité passive pour le cerveau. C'est pré-mâché en fait. Moi, je regarde la télé aussi, hein, mais c'est bien d'en être conscient aussi pour faire ses choix de manière consciente et intentionnelle quand on choisit son activité intellectuelle. Et encore, j'imagine aux vidéos, en cas de vidéo YouTube par exemple. Et là, on a une ère où c'est carrément des vidéos courtes, où là, il y a même un aspect algorithmique qui choisit pour nous les vidéos. Donc En le plus, peu de côté actif, on va dire, qu'on avait, c'est vrai que on le perd aussi de plus en plus, quoi. alors par contre, c'est pas une fatalité, parce que j'utilise beaucoup TikTok et c'est vrai qu'on a tendance à aller dans notre fil et scroller. Mais ce que j'aime faire de plus en plus, c'est aller sur le moteur de recherche et vraiment taper de manière active ce que je veux voir Tu sur fais TikTok. partie des 1% d'utilisateurs qui utilisent la barre de recherche dans TikTok. Ouais, possible, ouais. Félicitations. Tu as débloqué un trophée diamant. Peut-être, bah ouais, bah merci. Mais non, mais en fait, on trouve des trucs géniaux. Par exemple, si je veux préparer un voyage, bah, je vais aller taper la ville que je vais visiter sur TikTok et je trouve des trucs super sympas. Ou bah, quand je bricole, je fais du jardinage, etc. Par curiosité, je tape le truc et du coup, ça influence positivement mon feed. Où bah, en fait, l'algorithme se rend compte, bah, il y a des choses qui m'intéressent et je vais voir plus de choses que j'ai activement cherché que des Ouais, trucs un en peu conscience en fait. putaclic qui débarquent sur l'algorithme, quoi. Alors moi, je consomme pas mal de vidéos et je Mais trouve que t'en je fais aussi, du consomme coup? et j'en fais aussi, c'est ça, la boucle est bouclée. Et par contre, c'est vrai que, alors, sauf certains types de contenus qui sont peut-être plus des courts-métrages, des sketchs, etc., je vais sinon, pour tout ce qui est éducatif, bah, notamment les podcasts, hein, les consommer en x1,5, voire même en fait, en général, c'est x2. Après, je me suis renseigné parce que j'ai vu à un moment un short, un mec qui disait ouais, en fait, quand vous regardez en x2, votre cerveau, ça le fait vriller, etc., c'est machin. En fait, j'ai regardé qu'il y a des études qui ont été menées qui ont déterminé qu'en fait, la vitesse, on va dire, une des vitesses optimales pour notamment le contenu éducatif, c'était entre x1,5 et x2. On va dire, la perdition que tu avais en termes de rétention d'information était minime par rapport au fait bah, que tu allais plus vite, assimiler, enfin, des choses qui doivent être un peu connexes et aller être rapide. Mais qu'au-delà de 2, là, par contre, la déperdition était Ouais. trop forte et en fait, ça valait pas le coup. Donc, est-ce que en termes de lecture rapide, il y a un peu ça? Quelle est en fait la vitesse qui est selon toi comme un objectif à atteindre qui garde en fait une bonne efficience entre bah, le fait de quand même aller vite et à la fois quand même bah, pas perdre le fil, quoi. Alors, c'est super intéressant pour l'étude, ça m'intéresse beaucoup parce que j'étais pas au courant, mais c'est vrai que si j'écoute sur un truc qui est un peu lent, etc., mon cerveau décroche, il pense à autre chose. Et pour la lecture, c'est pareil en fait. Plus longtemps je lis, plus mon cerveau s'ennuie. Et plus mon cerveau s'ennuie, plus il pense à autre chose. Donc ça m'arrive, voilà, de lire 3-4 fois la même ligne. Je dis, bah mince, j'ai lu 3-4 fois la même ligne, il y a rien qui est retenu. Ou d'arriver à la fin de la page et me dire, mince, qu'est-ce que j'ai lu? Je me rappelle plus. Et en effet, quand on arrive à trouver la bonne vitesse, on va être sur une stimulation du cerveau qui fait que le niveau de concentration sera optimal. On cherche quelque part cet état de flow dont parlait Mihaly Csikszentmihalyi, qui est la performance optimale en fait. Mais la performance optimale doit avoir une notion de défi. S'il n'y a pas de défi, il y a de l'ennui. S'il y a de l'ennui, il y a moins de concentration. Et donc, en effet, pour la lecture rapide, on cherche ça. Par contre, je dissocie les entraînements de lecture rapide des sessions de lecture classique entre guillemets. Par D'accord. exemple, bah, quand je vais faire des entraînements de lecture rapide, au même titre que quand je faisais la compétition d'athlétisme, donc on faisait l'entraînement d'athlétisme, on faisait des entraînements de vitesse, de fractionné, de l'endurance, etc. J'allais pas faire ça en compétition. En compétition, je fais du mieux que je peux par rapport à ce que j'ai fait à l'entraînement. Bah, pour la lecture rapide, c'est pareil. Quand on fait, par exemple, dans notre protocole de 15 minutes sur NeoBoost, eh bien, c'est 15 minutes d'entraînement. Les gens les recommandent de les faire sur un livre sans enjeu, un livre que j'ai déjà lu ou un livre si j'ai pas trop compris, c'est pas très grave, pour que on puisse faire les sorties de zone de confort nécessaires pour que le cerveau puisse développer les muscles pour pouvoir lire plus rapidement. Donc on va oui accélérer, lire plus vite que dont on a l'habitude pour se rendre compte que bah, finalement aujourd'hui à 600 mots par minute je comprends rien, mais si je redescends à 400 bah, je comprends déjà très bien, ce qui est beaucoup mieux que mes 250 initiales. Donc c'est ça en fait, c'est très relatif la notion de vitesse et c'est très dépendant aussi du niveau d'entraînement, mais pas que.
C'est-à-dire qu'on mesure en effet la vitesse de lecture. Souvent on pose la question, mais à combien je lis, ou le champion il est à combien? C'est très variable finalement. Ça dépend du niveau de fatigue, ça dépend du niveau de complexité de l'ouvrage. Si je lis un livre facile, dans ma zone de confort, un livre de leadership par exemple en français, bah là je peux lire ultra vite à 1000 mots par minute parce que mon cerveau, pour lui c'est sa zone de confort, il a tout ce qu'il faut donc il y va. Par contre, La fission nucléaire en allemand, plus compliqué. Exactement. Et par exemple, moi, j'ai ressenti ça pour ma préparation au championnat du monde de lecture rapide. En fait, les championnats de lecture rapide sont sur des livres de fiction exclusivement, pour ne pas justement donner l'avantage à des personnes qui seraient spécialisées dans un domaine si c'était sur de la non-fiction, sur un livre de fiction que je ne lisais jamais parce que je faisais que la lecture utile. Donc la première fois que je me suis entraîné, d'ailleurs, je m'entraînais en anglais parce que c'est compétition internationale, mon cerveau il a bugué en fait. Donc même si j'étais capable de lire certains livres à 1000 mots par minute, eh bien là, sur ce livre, je rappelle encore, le premier livre sur lequel je me suis entraîné pour la compétition, c'était The Goonies, qui est pas hyper compliqué, mais ah oui, comme les trucs à la... Ok. voilà, ça m'a pris du temps pour habituer mon cerveau à ça. Pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a une vitesse idéale? Je pense que ça dépend des personnes, ça dépend du niveau d'entraînement, ça dépend du livre également. Et après, au championnat, aussi, quelque chose qui est hyper important à retenir, c'est qu'on ne mesure pas que la vitesse de lecture. Parce que moi, dans l'absolu, je peux lire un livre, je dis, bon, bah voilà, je lis le livre, oh, ah bah je l'ai lu, voilà, ça y est. Non, lire rapidement, c'est bien, mais c'est plus important de le comprendre et de retenir les informations importantes. Donc c'est pour ça qu'au championnat, on a dans un premier temps la lecture intégrale du livre, puis on reprend le livre quand la personne a terminé. Donc imaginons qu'au bout de 30 minutes, j'ai terminé le livre, je lève la main, on m'enlève le livre, on me donne les questions à la place, 20 questions notées sur 5 chacune, ouvertes, pas QCM, pour lesquelles je dois répondre avec le plus de précision possible, et ce qui me donne un score sur 100. Et à la fin, on fait le ratio taux de bonnes réponses par rapport à la vitesse actuelle, et ça nous fait la vitesse nette. Pourquoi j'explique ce calcul-là? C'est parce que quand on devient praticien ou praticienne en lecture rapide, eh bien ça va être en fonction de l'enjeu du livre et du niveau de complexité du livre, de trouver le bon ratio en disant, OK, là, mon objectif, c'est de vraiment pouvoir gagner du temps par rapport à une présentation que je dois faire et je cherche des informations spécifiques. Donc, c'est OK si je lis avec 60% de taux de compréhension parce que j'ai pas besoin de retenir tout le livre, je cherche une information précise. Et donc, je sais qu'à 60% de taux de compréhension, je peux monter à 1000-1200 mots par minute. Par contre, si demain, j'ai un livre où j'ai beaucoup plus d'enjeux, où je dois vraiment l'analyser, le décortiquer, etc., je dis, bon, pour aller à 90 ou 95%, il faut que je redescende sur des vitesses plutôt autour de 600 mots par minute. Et c'est là qu'on arrive à mieux jauger sa vitesse idéale en fonction de ses objectifs, en fonction de son niveau d'entraînement et en fonction de la difficulté du livre. Ok, donc finalement, tu conseilles aux gens d'essayer, j'imagine, de pratiquer en fait et de trouver eux-mêmes on va dire la vitesse de lecture qui convient le mieux pour avoir ce fameux ratio entre bonne compréhension et quand même voilà aller relativement vite quoi. C'est ça. Après, c'est l'entraînement. C'est difficile Ouais. sans entraînement de se dire je vais aller vite. Il faut être capable d'aller vite. Et pour être capable d'aller vite, il faut au moins 30 jours d'entraînement. Et c'est pas en une session qu'on arrive à faire ça, malheureusement. Je mettrai dans la description le lien vers justement NeoBoost pour les personnes qui veulent s'améliorer sur ça, s'entraîner. Et si tu pouvais donner 3 ou enfin comme tu veux, le nombre est pas important. En tout cas, techniques, Ouais. on va dire de base pour pouvoir déjà lire plus rapidement, s'entraîner à lire plus rapidement. Ce serait lesquelles? Déjà, la première, je dirais, c'est le guide visuel. C'est d'orienter son œil, en fait, parce que l'œil fait des points de fixation pour lire, mais si on s'arrête à chaque fois, c'est là qu'on commence à fatiguer l'œil. Donc, le guide visuel, permet de fluidifier le mouvement oculaire. Donc, par exemple, on peut faire une expérience, si tu regardes mes yeux et que j'essaie de dessiner un cercle avec mes yeux, normalement, c'est des mouvements saccadés. Maintenant, si je guide avec mon guide visuel, tu vois, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Ouais, effectivement. Ouais. Donc, guider son œil va fluidifier le mouvement oculaire et va fluidifier la lecture. Donc, je dirais ça, c'est le premier truc, c'est de lire avec un guide et de guider son œil. Un peu comme on le faisait au CP, là, le premier réflexe qu'on a eu quand on commençait à lire, c'était de mettre le doigt. Là, c'est la même chose, mais avec un guide visuel, ça peut être un stylo, une baguette, peu importe. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, c'est de se donner des défis de temps. La loi de Parkinson, je sais pas si toi qui t'intéresses au temps, de quoi il s'agit. Si je te donne 1 heure pour faire une tâche et que je donne à quelqu'un d'autre 50 minutes pour faire la même tâche,
il y a de fortes chances que vous accomplissiez la même chose Avec le en même même niveau de temps, en fait. qualité. Et donc, se donner des défis en disant, OK, bah là, je vais lire 10 pages, je me donne comme défi de le lire en 10 minutes, par exemple. Bah, ça donnait un petit défi au cerveau qui voudra aller plus vite que ce qu'il pense pouvoir aller, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien et se donner régulièrement comme ça des challenges en disant, OK, allez, hier, j'ai fait ça en 10 minutes, aujourd'hui, je sais en 9. Et c'est ces challenges aussi qui nous aident à ça. Et enfin, après, c'est vraiment la pratique quotidienne. Ouais, si on lit une fois par mois, ça sert à rien. Et d'ailleurs, la lecture rapide, au-delà de la vitesse, c'est aussi la quantité de lecture qu'on engrange. Par exemple, la nouvelle championne du monde de lecture rapide, Théodora, qui est une professeure de littérature en Roumanie, elle, parce que comme elle a un PhD en littérature, etc., elle a passé des milliers d'heures à lire, en fait. Donc, elle a des heures, des milliers d'heures de vol, entre guillemets, qui font que c'est une lectrice confirmée, experte. Pour la lecture rapide, c'est pareil. En fait, on arrive à lire plus de mots, plus de textes en moins de temps. Donc, on lit plus. Et comme on lit plus, eh bien, notre cerveau, il est beaucoup plus à l'aise avec cette activité aussi. Donc, je dirais, voilà, c'est vraiment de se donner des temps de lecture réguliers dans la journée et essayer de le faire tous les jours autant que possible. C'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, en 15 minutes déjà, si on peut faire ça, 15 minutes par jour, en 30 jours, on peut déjà vraiment sentir une grosse différence. Ouais, avoir déjà un effet cumulé qui se crée, qui fait que c'est de plus en plus facile. Comme apprendre une langue, on dit souvent que voilà, apprendre une langue, c'est pas forcément simple. Apprendre une deuxième, c'est déjà plus simple. Apprendre la troisième, c'est les doigts dans le nez. Après, si vous jonglez entre ça dépend de la langue. l'allemand, le chinois et l'arabe, bon, peut-être avec le Ouais. français, c'est peut-être un peu compliqué, mais bon. Mais je vais rajouter un dernier truc, un dernier bonus, parce que je parlais de faire le lien avec le mind mapping. Dernier conseil que je donne en formation, c'est quand on lit, on ne prend pas de notes pendant la lecture, parce que ça casse le flow en fait. Si je lis et je vois il y a ça, hop, je prends des notes et je reviens et je sors et je reviens et je sors et je reviens, je vais pas être dans le flow. Donc ma recommandation c'est de lire sur une séquence de 10 pages ou 10 minutes. À la fin des 10 pages, 10 minutes, de prendre des notes de ce que j'ai retenu. Ça va faire travailler la mémoire. Et ensuite, à la fin de ma séquence de lecture, si j'ai fait 2 fois 10 minutes, par exemple, ou 3 fois 10 minutes, eh bien, je reprends ces notes et j'en fais une mind map. Et là, j'ai mon processus complet d'entraînement du cerveau avec à la fois la lecture rapide, à la fois la mémoire et le mind mapping. Ok, c'est vrai que moi j'avais un surligneur aussi parfois, donc je surlignais des passages quand je les voyais comme ça. Alors qu'en fait, après, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien du tout. Enfin, rien du tout. Pas grand Tu chose. revenais pas forcément dessus, en fait. Voilà. Non, Alors, en fait, visuellement, mais en fait, après, j'oubliais. Enfin, je faisais pas ce travail mental plutôt de me oui, remémorer tout ce que j'avais lu pendant X pages, quoi. Ce qui finalement oui. était plus efficace pour moi après, quoi. Écoute, super intéressant. On voit bien effectivement le lien qu'il y a entre les deux et comment tes techniques de lecture rapide t'ont aidé pour avoir ces médailles en mind mapping. Écoute, pour clôturer cette interview, je voudrais savoir quels sont tes prochains objectifs sur les mois, les années à venir, ou les semaines peut-être, si un truc à court terme. Alors, dans les semaines à venir, je suis très pris psychologiquement par mon prochain événement à Paris, là, le 4 octobre. Donc, j'organise aussi des événements aussi. Donc, il y a ça qui est présent, on va dire. Et après, on va dire à moyen long terme, là, j'ai sorti mon premier bouquin en anglais par un papier, donc j'ai envie d'en sortir d'autres. Je pense que c'est ça, ouais. C'est comment continuer à créer plus de contenu écrit en anglais, développer cette activité-là aussi dans cette langue-là. Et c'est ça qui m'excite un peu en ce moment, ouais. Oui, j'avais entendu que c'était aussi un objectif, que Neobu c'est une portée internationale, donc je vois que tu as aussi ça Ouais, avec oui. finalement l'écriture, quoi. Tu as envie de pouvoir toucher un maximum de personnes. C'est ça, oui, ce que Nebu, c'est que pour l'instant est en français, en anglais et en polonais. Et donc après, pourquoi pas dans d'autres langues, carrément. Quel est le principe ou la méthode d'organisation qui t'a le plus impacté durant les dernières années? Principe d'organisation ou Ça peut être sinon de gestion du temps. Moi, je pense que c'est vraiment mettre dans mon agenda, prendre des rendez-vous avec moi-même. C'était d'ailleurs une technique que m'a inspiré Tony Buzan. Il me racontait qu'il écrivait 20 livres en même temps. Je dit déjà, ça m'est arrivé d'en écrire 3 en même temps, mais j'ai plus de vie, quoi. J'étais au bout de ma vie. Je sais pas comment il faisait. Je dis, comment il fait? Il dit, c'est simple. Il fonctionne qu'en rendez-vous. Il y a 2 types de rendez-vous. Des rendez-vous avec d'autres personnes et des rendez-vous avec lui-même. Il mettait tout dans son agenda. Et depuis, c'est vrai que je fonctionne plutôt comme ça quand je me sens bien chargé. Je prends mon agenda et je bloque du temps. Je dis, OK, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça. Ça me permet d'être plus conscient de qu'est-ce que je peux caler dans ma journée, concrètement. Ça m'oblige à anticiper le temps nécessaire pour réaliser une tâche. Et après, si je dois m'adapter, je peux faire glisser des blocs. Mais ça me donne plus de possibilités. En tout cas, c'est ce principe-là qui m'a le plus guidé ces dernières années, ouais.
Je le partage. Alors moi, je fais ça plutôt du blocage de temps, du time blocking, mais c'est vrai que rendez-vous avec soi-même, c'est un peu plus poétique, je trouve. C'est vrai que moi, dans mon environnement professionnel salarié, c'est quelque chose que j'utilise très souvent, surtout les blocs de temps récurrents pour certains types de tâches, par exemple regarder les mails, travailler sur tel type de tâches, etc. Je trouve que ça a beaucoup de vertus. Alors pour ça, déjà, il faut utiliser un agenda. Il y en a qui n'utilisent pas d'agenda. Première étape, déjà. Et en plus, maintenant avec le digital, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, faire un glisser-déposer du mail pour créer automatiquement un événement. Donc vous avez le contenu du mail dans votre événement. Outlook, vous avez plus qu'à mettre le titre. Pour Google, c'est pareil. Enfin voilà, vous avez pas mal de choses qui peuvent encourager ça. Je partage à 100%. Pour finir, quels sont 3 outils cette fois, qui peuvent être aussi bien digitaux que physiques, qui sont liés à la gestion du temps ou alors à l'organisation, qui sont les plus utiles au quotidien? Mind mapping. Ouais, donc incarner un silo, finalement. Voilà. Après, j'ai aussi Google Calendar. J'utilise beaucoup ça, en effet, pour tout, mes rendez-vous avec mes équipes, mes clients, moi-même, etc. Alors, j'utilisais pendant très longtemps Calendly. Maintenant, c'est Calendbook, mais bon, un truc comme ça, un outil de prise de rendez-vous. Parce que le temps que Les l'on perd échanges. à essayer de se trouver des réunions, etc. Donc maintenant, c'est voilà, le lien vers mon agenda, trouver le créneau qui vous convient le mieux. Ça fait gagner un temps fou à la personne. Et si on est plusieurs personnes, faire un doodle. Rien de pire quand on est 10, à essayer de trouver un créneau commun en disant, mais moi je suis dispo à telle heure, moi je suis dispo à telle heure. Un doodle, voilà, les différents créneaux, on vote et on prend le créneau le plus populaire et ça fait gagner un temps fou, en fait. Passion agenda, quand même. On remarque. Ouais, quand même. Super. Écoute, merci beaucoup, Jérôme. Je pense qu'il y a eu vraiment plein de conseils très pertinents, très intéressants pour les gens qui, comme moi, ne sont pas forcément épisodisés sur le mind mapping et la lecture rapide. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour prendre tes nouvelles, pour voir ce que tu proposes, tes formations, etc. Donc ta chaîne YouTube. Alors, j'ai une chaîne YouTube, en effet. Sinon, il y a mon site jérôme-waro.com sur lequel on peut, par exemple, aller télécharger toutes les éditions de Soft Skills Magazine. Donc, il y a déjà une 30aine d'éditions. Donc, ça peut être pas mal, justement, de lecture pour les personnes qui veulent se remettre à lire, par exemple. Il est fort, il fait le pont. En termes de réseau social, c'est plus LinkedIn sur lequel je suis plus actif. Donc, si on veut m'ajouter, me poser des questions, etc., voilà, je suis assez actif sur LinkedIn également. Et TikTok pour le jardinage, exclusivement. Et voilà. Super. Écoutez, moi en tout cas, je vous remercie d'être arrivé au bout de cette interview. Donc, vous pouvez être fiers de vous, même si vous l'avez écouté en x1,5 ou x2. Voilà. Et voilà, c'est bien. Et en tout cas, moi, je vous retrouve pour de prochaines interviews tout aussi passionnantes que celle-ci, avec de super conseils applicables pour vous. Je vous dis à la prochaine d'ici là. Salut! Merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup à toutes et à tous.